Merci à tous de votre accueil. Ça va nous faciliter la tâche puisque nous allons finalement avoir une après-midi marquée du sceau de la sincérité. Et je ne puis dès à présent que dire vraiment d'avoir l'honneur de voir deux ministres cet après-midi, mais deux ministres surtout qui ont accepté au fond de se mettre, je dirais, dans une posture nouvelle. Voilà, écouter et répondre après avoir écouté, sans une préparation en tout cas, je dirais, instantanée. Donc, merci à tous. Didier va donc lancer les rapporteurs, puis ensuite nous aurons effectivement ce moment privilégié d'échange avec les ministres, où nous essayerons d'ailleurs d'établir un lien avec l'après-midi d'hier, pour bien montrer que tout est relié et qu'il y a vraiment un lien complet, qu'on ne peut pas effectivement rêver d'une protection de l'enfance qui fonctionne, quel que soit le niveau d'organisation, sans une société qui soit également en capacité de changement. Et puis, nous terminerons pour bien montrer qu'au fond, je dirais que même les ministres, et le respect que nous leur devons, en tant que représentants de la République, ne sont au fond qu'au service des habitants et des usagers. Et c'est pourquoi les enfants termineront notre réunion. Les enfants qui en plus présenteront tout à fait à la fin, enfin les enfants de jeunes, de 20 ans parfois, et puis des enfants qui ont réalisé une fresque sur le droit des enfants. C'était pas des enfants, c'était si, c'était des enfants. Bon, très bien. Voilà, j'en dis pas plus, et nous devons tous terminer impérativement à 16h30 pour des questions de train. Hier c'était le football, aujourd'hui c'est le train. Pardon. Voilà. Merci à tous. Merci Jean-Louis. Donc nous abordons le troisième temps de nos assises, pas la troisième mi-temps. Après hier, c'était temps de plénière, c'était le décor qui a été planté, un certain nombre de propositions, d'idées, de désaccords aussi ont pu être exprimés. Et ce matin, c'était le temps du débat, c'était votre parole. Appuyée à la fois sur votre expérience et puis aussi sur des expériences qui vous étaient proposées. Eh bien, les 5 présidents des ateliers de ce matin ont la lourde tâche de restituer l'essentiel de ce qui a été dit en, 8 minutes. On va faire un compromis. Je vois que Marie-Paul soupire. Et de façon à ce que ce que vous avez dit, ce que vous avez échangé ce matin puisse être rapporté pour les élus de la République qui, tout à l'heure, réagiront sur ce que vous avez pu dire. Et puis, après ce temps d'échange avec 3 élus de la République, nous aurons le mot de la fin par 5 grands témoins, donc 5 jeunes qui ont connu un parcours à l'aide sociale à l'enfance et qui ont accepté de participer aux ateliers ce matin et de livrer devant vous une réaction, leur parole. Ce sera le mot de la fin, mais le fin mot sera laissé, comme l'a dit Jean-Louis, aux enfants de 4 villages de SOS Village d'enfants qui viendront présenter leur parole. Pour plus de simplicité, excusez-moi mesdames, mais nous allons commencer par des messieurs. Nous allons travailler par ordre d'atelier. Donc je laisse la parole à Roland Giraud, qui était président de l'atelier numéro 1, École, comment en faire un atout décisif. À toi Roland. Oui, merci. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Président Caner, Monsieur le Préfet, ce qu'on a proposé à l'atelier ce matin, c'était une opération de fertilisation. Or, pour fertiliser, donc fertiliser un regard croisé, on a besoin des abeilles. Donc les abeilles, vous savez bien aussi qu'en fait elles sont chargées, les abeilles ouvrières, de nourrir la ruche. Et donc en fait je pensais que la métaphore elle pouvait être intéressante. Et notamment en fait on avait dans l'atelier 150 abeilles
Son thème, c'était comment faire de l'école un atout décisif. Et déjà, le premier constat qu'on a pu faire, c'est que malgré tout, malgré sa richesse, malgré la diversité des expériences et de la mise en mouvement, c'est l'atelier qui a été le moins choisi. Donc je pense qu'il y a encore un vrai enjeu majeur, c'est enfance et école. Donc protection de l'enfance et école constitue un enjeu majeur. L'atelier donc était réparti à peu près en des tiers équivalents entre des représentants des conseils généraux, des représentants de l'éducation nationale et notamment du service social en faveur des élèves et d'acteurs de la protection de l'enfance. Il y avait quelques autres abeilles qui venaient butiner, mais on voyait bien que les communes n'étaient pas très représentées ou les bénévoles non plus. Ça peut être aussi des pistes. Et en fait, c'est un lieu qui a été fortement marqué par l'expression du service social en faveur des élèves et notamment de l'éducation nationale. Et je pense que c'est quelque chose à entendre, ce besoin d'expression de ce service, de ces professionnels, de ces acteurs importants au sein de l'école, qui puissent être considérés comme des acteurs aussi majeurs et non pas obligatoirement simplement auxiliaires par rapport à l'enseignement. Il est évident pour les acteurs qui participaient à cet atelier que bien sûr l'école est là pour apporter des connaissances, des enseignements, des savoirs, mais que ce n'était pas sa seule mission et qu'elle avait des fonctions de transmission, de socialisation, de citoyenneté et que la question était plus de savoir qui, avec quoi et comment. Et notamment la question de la découverte de l'autre. Et on voit bien que quand on travaille au sein de l'école sur apprendre les différences, l'actualité c'est entre garçons et filles, on voit que la société se rigidifie rapidement. On voit bien aussi le lien avec cet atelier, avec l'atelier qui sera présenté par la suite autour de la parentalité et du soutien aux parents, ou celle sur le développement social territorialisé. Ce qui a été posé aussi, c'est que les institutions ont des logiques différentes, notamment entre l'école, entre l'éducation nationale et le champ de la protection de l'enfance, qui est un système et non pas, on le regrette souvent, depuis 30 ans, on en a fait une accumulation de dispositifs et l'ensemble des 2000 participants souffrent régulièrement de cette accumulation de dispositifs. À partir de cela, des propositions vous sont faites par l'atelier. Il y en a qui sont, semble-t-il, simples, je les ai qualifiées comme cela, proposées comme ça, à mettre en œuvre. C'est-à-dire que simplement, quand j'arrive dans mon territoire, dans ma proximité, dans ma commune, dans mon école, que je fasse l'effort d'aller me présenter à une série d'acteurs, que je sois au Conseil général, ou que je sois à l'Éducation nationale, ou que je sois dans une maison d'enfants. Normalement, c'est simple à faire, et en plus, ça ne coûte pas d'argent. Ce qui est important, parce que nos systèmes se sont tellement complexifiés, pour ne pas dire sont compliqués, c'est que chaque institution, à un moment donné, dans cette proximité-là, désigne un correspondant. Voilà, donc il y a des choses simples à faire. Vous pouvez repartir dans vos territoires et dans leurs richesses et vous pouvez les mettre en œuvre sans même demander l'autorisation à votre hiérarchie. Il y a des choses qui sont faisables. L'idée que les circulaires, qu'elles soient nationales, régionales, départementales, sont des circulaires qui favorisent, permettent, soutiennent le développement d'initiatives pour une école et une protection de l'enfance plus inclusive. Et non pas qui mettent en place des choses toujours plus compliquées. Ce qui a été beaucoup dit, c'était le besoin, et qui part du diagnostic qu'il y a des logiques institutionnelles différentes, c'est qu'on puisse mettre en œuvre vraiment un programme de 5 à 6 ans de construction dans la plus grande proximité de culture commune, et que ce soit soutenu, facilité, favorisé. Les sénatrices qui viennent de rendre leur rapport sur la protection de l'enfance le redisent, la loi de 2007 prévoyait ces travaux de culture commune. C'est mis en place de façon extrêmement inégale et souvent dans ces cas-là, c'est parce que chacun attend l'autre ou que nos systèmes, y compris de formation professionnelle, sont souvent trop cloisonnés. C'est faisable. Ensuite, on pense, quelques-uns ici, qu'il faut assembler au niveau départemental. Et notamment, le rôle du département est certainement essentiel aujourd'hui et certainement demain encore. Assembler, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une démultiplication de conventions, de protocoles, et chaque fois qu'on a quelque chose, on doit faire une convention, les informations préoccupantes avec le parquet, avec d'autres, et en fait, ça fragilise et ça ne fait pas vision globale.
Et on a l'expérience du département du Nord qui a déjà un protocole global aujourd'hui avec l'éducation nationale. Et ce protocole global, il a surtout permis à un de ces territoires en lien entre l'éducation nationale et l'unité territoriale d'action sociale de prendre des initiatives profondément inclusives. Et ça, ces accords de partenariat, ces protocoles globaux, ces conventions, on les appelle comme on veut, elles sont certainement absolument essentielles pour permettre aux acteurs ensuite de s'appuyer dans la proximité du territoire infradépartemental et d'agir en cohérence avec un certain nombre d'orientations. L'autre chose qui semble faisable aussi, c'est des collèges et des maisons d'enfants, ou voire des territoires de conseils généraux, qui assemblent l'ensemble des opportunités proposées par différentes collectivités, par la société civile, c'est-à-dire les associations, par toute une série de services. Et en plus, ça, c'est très intéressant à travers les exemples qu'on a eus d'un collège qui les utilise toutes, qui permettent de faire des vrais parcours de découverte aux enfants qui vont de l'entreprise aux lieux culturels. Cette diversité, en plus, a le gros avantage, c'est que ça ne coûte pas d'argent au budget de l'État. C'est simplement comment j'utilise l'ensemble des opportunités. Et on voit que parfois, l'empilement, soi-disant, des collectivités territoriales permet au contraire une richesse quand les acteurs savent se l'approprier dans la proximité et qu'on le leur permet. Et puis, il y a eu quand même un sujet important qui est la question des complémentarités qui relie bien sûr la question de la culture commune. L'intérieur et l'extérieur, notamment par rapport à l'école, mais on pourrait dire la même chose pour les maisons d'enfants. En fait, ce qu'on a trouvé comme mot qui a été porté par un des intervenants, c'est une école ouverte ou une maison d'enfants ouverte, mais pas aux quatre vents. Et à partir de cela, on peut faire communiquer l'intérieur et l'extérieur, mais que l'intérieur se nourrisse aussi de l'ensemble des richesses de l'extérieur. Et on a mis une petite condition que ça, si possible, que ce ne soit pas simplement au bon vouloir des différents acteurs. Parce que trop souvent, c'est parce que en fait, les acteurs osent prendre des initiatives, et heureusement qu'ils en prennent, mais ça va varier en fonction de l'histoire. Et on a beaucoup parlé de la question des temps, la question du ton. Pour se connaître, pour se reconnaître, il faut du temps, il faut de la durée. Donc tout ce qui est les inflexions régulières, que ce soit d'une autorité départementale ou nationale, où on a des phénomènes de yo-yo parfois, c'est extrêmement dangereux parce que ça bouscule les habitudes de travail. Après, à charge pour nous, essayer d'avoir des mobilités de territoire dans notre professionnel, mais qui permettent à chaque fois de continuer et d'assurer de la continuité. Et puis, bon, d'autres complémentarités, bien sûr, entre bénévoles et professionnels. C'est sûr que l'école a besoin de labelliser ses intervenants à l'intérieur, mais il faut qu'on soit certainement prudent de ne pas en faire des choses, des machins compliqués. Mais en fait, ce que l'atelier proposait plutôt, c'était une société qui partage les compétences, l'intergénérationnel, l'utilité sociale par rapport aux personnes qui ont pris leur retraite, la transmission de valeurs. On a d'autres complémentarités entre la prévention spécialisée et les collèges. L'expérience du Nord est remarquable sur ce sujet. Et le président Kader ne m'a pas payé pour le dire. Les professionnels, entre les assistantes sociales de l'éducation nationale, des conseils généraux, entre les enseignants et les assistants sociaux. Et si possible, en respectant ces justes temps de présence éducative. Et puis peut-être quand on a concentré les moyens, qu'on les concentre dans les temps de l'enfant, c'est-à-dire les temps où il y a les risques de rupture, grande section, école élémentaire, CM2, collège, 3e. Donc c'est les niveaux. On le sait depuis très longtemps. Concentrons nos moyens et nos ressources ensemble sur ce sujet-là. Et puis l'atelier proposait quelques ambitions pour une école, une protection de l'enfance bienveillante et inclusive. Elle proposait aussi d'être attentive à reconfigurer les missions du service social en faveur des élèves. Voilà, donc la question sociale ne commence pas au collège, elle commence avant, et notamment avant, c'est aussi des lieux de prévention ou des prévenances, comme dirait l'audace, conséquent. C'est reconfigurer le travail social, c'est l'enjeu des états généraux du travail social, si on y arrive. Et puis, comment mieux prendre en compte, comment la protection de l'enfance peut mieux prendre en compte l'ambition de la réussite scolaire, la scolarité, et au moment de ces changements, éviter au maximum les ruptures. Et donc, pour conclure, en ayant dépassé le temps d'une minute, ou pas encore,
Un mot d'un des participants à l'atelier. Face aux besoins des accueillis en protection de l'enfance pour qui l'école, de la maternelle à l'université, est la seule vraie porte de sortie réussie du placement, mettez en place cette systémie développée ce matin de façon à ce qu'on ne puisse plus dire que les enfants placés n'ont pas de chance, mais qu'on leur a donné toutes les chances. Voilà, et puis donc notre témoignage de nos intervenantes directrices d'école. On passe 6 heures par jour avec les enfants, parfois, souvent plus que les parents, mais plus aussi que la rue. Et donc elle insistait énormément sur cette question que les difficultés ne commencent pas au collège. Et puis j'ai lu ce matin que notre ministre de l'Éducation, M. Hamon, disait « Je veux que l'école cesse d'être un champ de bataille ». Voilà, je vous remercie. Merci. Benoît Ménard, vous présidiez l'atelier numéro 2, parentalité, comment diversifier les réponses. Oui, donc cet atelier a été introduit par Gilles Séraphin, directeur de l'ONED, qui a d'ailleurs d'abord présenté la complexité de la notion de parentalité, qui a des résonances variables selon les points de vue, que ce soit un point de vue psychiatrique, un point de vue anthropologique, mais surtout ce qui nous a souligné, c'est qu'il n'y a pas réellement cette notion n'existerait pas réellement du point de vue juridique. Cette complexité génère beaucoup de questions en ce qui concerne les fonctions, les acteurs, le genre des acteurs, les attentes aussi qui peuvent être liées au sujet de la parentalité. Alors cette introduction a dû rassurer tous les participants qui manifestement avaient beaucoup d'interrogations sur le sujet. Et ça m'a rassuré aussi parce que pour ma part, j'ai toujours trouvé le mot de parentalité étonnant, même si je n'ignore pas que la position alitée est souvent un préalable à celle de parents. En rejoignant ces deux mots, il me donne toujours l'impression que tous les parents sont malades. Alors le témoignage de Nathalie Coulon, maître de conférence à l'Université de Lille, a confirmé cette impression, puisqu'elle nous a présenté le but de son travail sur la parentalité comme la promotion de la santé de l'enfant et des adultes qui l'entourent. Elle a précisé qu'elle entendait la santé comme l'OMS dans la charte d'Ottawa et convenu que dans ce cas-là, en fait, c'était synonyme du bonheur. L'idée de ce dispositif, intitulé « Une communauté autour d'un bébé », mise en œuvre dans le Pas-de-Calais et présentée par Julie Devel, alors avec un atelier interactif, là on aurait pu, si on avait le temps, vous l'aurez fait faire parce que c'était très sympathique, et développer des séances d'animation autour de petites bandes dessinées à partir desquelles les parents peuvent exprimer leurs réactions et partager leurs réflexions. Une posture d'accompagnement émancipatrice des professionnels permet de modifier leurs relations avec les parents et de créer une relation de confiance et de s'appuyer sur les expertises profanes des participants afin de développer une prévention précoce et collective. L'idée de donner une dimension collective à la prévention, mais aussi à la prise en charge et à l'accompagnement, était aussi présente dans le témoignage de Lise-Marie Schaffhauser, présidente de l'UNAP, qui promeut le parrainage de proximité. Elle a souligné que l'éducation est un processus complexe qui se situe dans un réseau de solidarité et qui nécessite beaucoup de souplesse. L'environnement relationnel des jeunes le met en contact avec d'autres adultes que ses parents. Ces adultes peuvent contribuer à élargir les réseaux des jeunes et à l'éducation dans une logique de coopération. Le parrainage n'a pas pour fonction de remplacer les parents, mais de les aider. Il implique aussi de passer d'une logique d'offre à une logique d'entraide et est le fait de citoyens engagés qui, dans une logique bénévole, peuvent coopérer avec les professionnels. Mohamed Lousni, directeur de l'association RETIS, donc c'est l'anagramme de tiers, il nous a souligné ça, a renforcé ce point de vue justement en soulignant l'importance des tiers de confiance, qui peuvent être des acteurs efficaces. Il conseille de partir des solutions que les gens mettent en place eux-mêmes, ce qu'il appelle les échecs productifs, qui impliquent des adultes de l'environnement des jeunes. Le plus souvent, une grand-mère, mais aussi d'autres membres de la famille, des voisins, etc. Ils ont besoin de soutien qui permettent à ces tiers de confiance de se rencontrer entre eux pour partager leurs préoccupations, mais aussi de rencontrer des professionnels qui peuvent leur apporter leur caution vis-à-vis de l'environnement du jeune. Il a été proposé par une participante de travailler
y compris en prévention et dans les établissements, à identifier des tiers qui peuvent être dignes de confiance et élargir le cercle des intervenants éducatifs autour de l'enfant. Jean-Marie Muller, président de la FNADEPAP, Fédération nationale des associations d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance, a souligné que la pensée dominante qui postule que le bonheur d'un enfant ne peut être qu'auprès de ceux qui l'ont mis au monde n'est pas universelle, et que sur les 135 000 enfants pris en charge par la protection de l'enfance, 10 000 d'entre eux ont besoin qu'une décision soit prise pour que la parentalité puisse être assumée par d'autres personnes que leurs parents d'origine. Il a dénoncé le fait que l'article 350 a été progressivement dénaturé, faisant passer la notion de désintérêt manifeste à celle de désintérêt manifesté, et que de ce fait, le Conseil de famille des pupilles de l'État ne peut que constater les négligences, et notamment le fait que plus de 6 années, soit un tiers de l'enfance, peuvent être nécessaires pour qu'une décision judiciaire soit prise. Il a plaidé pour que l'adoption affective existant entre des jeunes et leurs familles d'accueil puisse être sécurisée, en soulignant qu'avant tout, c'est l'enfant qui adopte l'adulte. Point de vue confirmé par le témoignage de Karim Thierry, grand témoin, qui a raconté son parcours d'enfant placé dans une famille d'accueil pendant 21 ans. Oui, il a démarré à 2 jours, et la famille l'a gardé après 18 ans, bénévolement. Donc il y avait un vrai lien affectif, nous a-t-il souligné, et il demande que le choix que lui a fait, de ne plus voir sa mère biologique, pour l'instant en tout cas, soit respecté et reconnu aux jeunes placés. Une participante a souligné donc la nécessité de mieux définir ce qu'on attendait de la parentalité et la ligne rouge en deçà de laquelle il est nécessaire de trouver une solution alternative aux parents biologiques. Alors, de cet atelier, on peut tirer 4 propositions, il y en a sans doute d'autres, mais j'en ai tiré 4, on va dire. Développer une politique de prévention précoce pour constituer un environnement éducatif et favoriser la création de réseaux avec des adultes soutenants. Et là, avoir l'attitude émancipatrice que proposait Nathalie Coulon pour que les gens puissent prendre en charge l'éducation eux-mêmes, quelles que soient leurs difficultés initiales. Ou leurs capacités initiales aussi, bien sûr. Deuxième proposition, donc, identifier dans le dialogue avec les jeunes les adultes qui, dans leur environnement, donc selon eux, peuvent constituer des tiers dignes de confiance et identifier des personnes auxquelles eux ont envie de se référer et qui pourraient constituer cet environnement. Troisième proposition, poursuivre la recherche sur le socle de base de la parentalité et en creuser la notion juridique pour qu'il y ait une référence et qu'on puisse s'appuyer dessus pour les décisions qui doivent être prises. Et enfin, définir un statut intermédiaire entre le placement et l'adoption pour tenir compte de ce que Jean-Marie Muller a appelé l'adoption affective. Merci Benoît Ménard. Richard Pierre, vous présidiez l'atelier numéro 3, développement social, comment s'en imprégner dans la protection de l'enfance. Bonjour. Je vais faire la synthèse en partant de 4 propositions, et puis à l'intérieur des 4 propositions, je détaillerai un petit peu en fonction de ce qui a été donné comme expérience. Les 4 propositions concernent le changement de posture professionnelle, le portage politique, l'ouverture du système de la protection de l'enfance et le partage des risques, en particulier autour de l'information préoccupante. En chapeau d'introduction, j'aurais envie de dire que quelle action sociale pour quelle société voulons-nous? Action sociale réparatrice, individualiste, distributrice de prestations avec un usager ayant droit, ou action sociale préventive, participative, émancipatrice, développant l'intervention communautaire. Premier point. Deuxième point, logique de dispositif plus ou moins cloisonné ou logique de projet territorial d'implication des acteurs pour des politiques globales. Alors, au niveau de changement de posture professionnelle, parce que peut-être dans mon esprit, le développement social local avait une connotation beaucoup plus intervention communautaire sur un projet de quartier, enfin des dynamiques de quartier. Et je pense que nous avons essentiellement dans l'atelier, mais c'est mon impression subjective
toute personnelle, travailler plutôt sur les postures professionnelles vers des échanges plus égalitaires entre les professionnels et les parents et les jeunes, vers la co-construction des projets pour l'enfant et avec les familles et non pour les familles. Il a même été question, enfin à un moment, mais c'était plus, je dirais, quelque chose qui peut être utile aux cliniciens, ou praticiens en tout cas, produire des ressources utiles pour le jeune dans sa capacité d'être. Alors l'exemple des travaux du Finistère, par exemple les ateliers haut-parleurs, qui existent, si j'ai bien compris, depuis 2011, ont permis, avec des méthodologies bien précises, des échanges entre des professionnels, des parents, des jeunes, et ont abouti à 350 propositions qui n'ont peut-être pas été toutes reprises par le Conseil général du Finistère. Il y a même eu un participant qui a dit qu'il serait intéressant de voir lesquelles ont été reprises et lesquelles n'ont pas été reprises, pour essayer de comprendre si celles qui n'ont pas été reprises interpellaient peut-être un peu trop le fonctionnement des instances. Mais enfin bon, voilà. Je veux dire, en tout cas, trois années d'échange, je pense, sur un mode tout à fait égalitaire, avec un respect des paroles des uns et des autres, avec peut-être même essayer de se mettre à la place d'eux. Ce qui veut dire, après, M. Karl Lacharité dira qu'il ne faut pas se mettre à la place d'eux, mais en tout cas, dans l'expérience du Finistère, je pense qu'il y a eu des exercices pour le faire. Donc ça a quand même produit 350 propositions, dont je serais curieux d'en avoir l'exhaustivité, mais enfin bon, voilà. Les travaux de Lunéville ont montré sur un autre plan tout l'intérêt de la pluridisciplinarité et de la pluri-institutionnalité concernant les actions de prévention, et en particulier, j'ai repris qu'un exemple qui était autour des problématiques du langage, et sans doute de la prévention des troubles du langage. Il a été aussi, dans le changement de posture professionnelle, il y a un focus particulier qui a été fait sur l'importance de la culture. Et en particulier, l'exemple de la maison d'enfance d'Opale, qui, si j'ai bien compris, parce que j'ai un petit problème d'hypoacousie, alors je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, c'est que la maison d'enfants est transformée en maison de la culture. Et, si j'ai bien compris aussi, en insistant sur le fait que les notions de filiation, d'identité, de place dans la société, notion si importante de nos jours. Je continue oui. Grosso modo, la question des tabous aussi, tout ça, ce sont des questions éminemment culturelles, et donc la maison de l'enfance de la Côte d'Opale développe cet outil, enfin c'est même plus un outil culturel, je crois que c'est une philosophie culturelle qui règle l'ensemble des rapports humains dans cette institution. J'aurais pu dire dans le changement de posture professionnelle, par exemple, prendre une phrase de Karl Lacharité, donc de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de la prévention précoce à l'intervention féroce. Peut-être qu'il a mis un droit d'auteur là-dessus, mais enfin, je veux dire, voilà, en insistant sur la lourdeur jusqu'à maintenant des interventions où on peut rentrer dans l'intimité des familles d'une façon extrêmement pesante et peut-être même extrêmement violente. Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute. Et là-dessus, il a insisté sur le fait, lui, qu'il fallait vraiment, dans notre activité professionnelle, distinguer bien entre ce qui est le centre de notre activité et la périphérie de notre activité, en sachant que pour rentrer en contact avec les autres, c'est plutôt la part, il faut arriver à situer la frontière entre soi et les autres, et c'est cette part de frontière qu'on échange avec les autres. Et donc lui, que je répète, n'acceptait pas l'idée de se mettre à la place des usagers, si j'ai bien compris. Donc voilà, quelques points. Il est important donc de changer de posture professionnelle vers des échanges plus égalitaires et co-construire des projets pour l'enfant. Deuxièmement, le portage politique. C'est l'expérience du Nord présentée par Jean-Pierre Lemoine qui a insisté, qui m'a fait penser que si on voulait développer du développement social local, je peux me permettre cette reprise, il faut un portage politique long, fort, une commande publique claire vis-à-vis des acteurs sociaux et du terrain. Voilà. Je
donne comme exemple aussi la reprise peut-être partielle, mais j'ai l'impression que c'était quand même extrêmement majoritaire des propositions des ateliers haut-parleurs, montre que si on développe une approche participative, il faut aussi que les instances politiques ne fassent pas semblant de la démarche participative. Il faut qu'elles reprennent une grande partie des propositions et sans doute qu'elles expliquent pourquoi elles n'en ont pas repris certaines. Donc le Conseil général du Nord investit depuis 10 ans dans le développement social local. J'ai bien compris qu'il y avait un référentiel, il y avait 23 principes, un conseil consultatif, un appui sur les ressources du territoire et les capacités d'initiative et d'innovation sociale. Oui, ça va. J'ai vu aussi, par exemple, une autre expérience, une autre pratique qui a été présentée du Conseil général des Hautes-Alpes, en tout cas ce que j'en ai retenu, c'est le fait que dans la politique du Conseil général, il faut qu'il y ait aussi des principes et des valeurs fortes. Par exemple, dans le Conseil général des Hautes-Alpes, l'idée de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant, de prendre conscience aussi de la violence des interventions, par exemple de certains courriers, de respecter profondément les familles, la dignité des familles pendant, par exemple, la phase d'évaluation, dès lors qu'il y a eu une saisine de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Tout ça, ça fait un socle de valeurs que, je suppose, le Conseil général des Hautes-Alpes développe et affirme, etc., et qui peut servir donc de colonne vertébrale aux interventions de tous. Aussi, dans ce chapitre-là, j'ai marqué, parce que dans la clarté de la commande publique, peut-être qu'il faut qu'il soit clair que, enfin en tout cas, il me semble qu'un certain nombre de gens de l'atelier disaient qu'il fallait développer la prévention, peut-être bien sûr que le traitement de la maltraitance soit quelque chose d'important, d'améliorer, c'est une chose, mais en termes de politique, peut-être, stratégie politique, sans doute que la question de la prévention est une question essentielle. Le troisième proposition et compte rendu, c'est l'ouverture du système de la protection de l'enfance. Il me semble que l'atelier a pu dire qu'il fallait absolument que la protection de l'enfance ne pouvait plus être repliée sur elle-même, même en justifiant au nom des risques légaux pris par les professionnels de la protection de l'enfance, ça n'était plus tenable. La protection de l'enfance fait partie ou doit faire partie intégrante d'une politique jeunesse. Elle doit aussi s'inscrire dans d'autres systèmes sociaux et je donne les exemples qui ont été cités, par exemple le système de l'insertion professionnelle pour les parents, je crois que c'est à Coulommiers, je crois, que ça se développe, enfin que c'est développé depuis déjà plusieurs années. Il y a aussi les jeunes en processus de sortie de l'aide sociale à l'enfance. Je veux dire, il est évident que si l'accès au logement, l'accès à l'emploi ne sont pas des notions extrêmement développées dans les pratiques professionnelles, il va y avoir des ennuis. Le fait aussi que les difficultés familiales sont multiples, que ce soit le logement, le travail, les addictions, enfin bon, etc., montre bien que si on veut avoir une démarche préventive et émancipatrice, il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur l'enfant soit maltraité, soit carencé. Il a été question aussi qu'il fallait à tout prix, peut-être dans le cadre du respect de la continuité psychique du développement des enfants, que l'inscription de l'enfant dans son réseau de parenté, grands-parents, cousins, enfin, etc., et l'inscription de l'enfant dans le village, la métaphore du village est présente depuis hier, était présentée comme essentielle. Et enfin, je terminerai sur le partage des risques. Il me semble que si l'on veut éviter des signalements parapluies des institutions signalantes, concourant au service de protection de l'enfance, pour lesquels le passage d'une situation jugée grave à une situation préoccupante suppose une éthique extrêmement exigeante, c'est-à-dire conscience de ses limites, mais aussi pas de faire des signalements parapluies histoire de se défausser. Tout ceci, si on veut cette fluidité dans les rapports entre toutes les institutions concourant à la protection de l'enfance, il s'agit aussi que le partage des risques soit partagé par toutes les institutions au même moment, que ça soit celle de santé, que ça soit celle de judiciaire ou sociale, enfin, etc. Et, par exemple, il a été dit que diminuer les dysfonctionnements du réseau, les ruptures de suivi permettraient de beaucoup mieux gérer les risques
et qui aurait sans doute moins de risques d'ailleurs à partager. Voilà. Merci. J'espère que j'ai tenu les 5 minutes. Merci Richard Pierre. Marie-Paul Martin Blachet, tu présidais l'atelier numéro 4, suivi éducatif à domicile. Comment revitaliser l'accompagnement? Merci. Alors peut-être vous présenter la densité de cet atelier, puisqu'il y avait 250 plus de 250 participants, 6 intervenants, dont une présentation de Claire Gagne de son travail autour de la sortie des centres maternels, du devenir des jeunes et des situations familiales, qui évidemment posaient beaucoup de questions qui nous ont servi à ouvrir le débat. Alors peut-être une présentation en 10 points et peut-être 3 pistes de réflexion ouvertes à vous soumettre. Sur les différents points qui ont pu être rassemblés au travers de nombreuses interventions, d'abord une question sur le système, sur la dualité de notre système de protection de l'enfance entre la protection administrative et la protection judiciaire, une question autour de peut-être une clarification dans la pratique de l'articulation autour de la subsidiarité entre la protection administrative et la protection judiciaire, autour des questions relatives à l'autorité parentale, droits et obligations des parents au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la réponse à ses besoins et du respect de ses droits. Donc, beaucoup de questions sur la continuité des parcours au travers de ces transferts de compétences en matière de puissance publique. Un deuxième point sur le système, sur la question de l'incarnation et de la légitimité de l'intervention de la puissance publique, et en particulier sur le fait que si peut-être du côté du judiciaire, cette incarnation et cette légitimité de la puissance de l'autorité judiciaire semblent aujourd'hui tout à fait visibles, il n'en est pas de même du côté de l'autorité administrative où ont été soulevées la question de la revalorisation de cette autorité publique, peut-être aussi des interrogations sur sa capacité ou en tout cas ses difficultés à initier des ritualisations et à lui permettre finalement d'asseoir une véritable symbolique d'autorité publique. Troisième point, la question de la place des parents et de la place des enfants. Si effectivement le législateur, dans le cadre de la loi du 6 juin 1984, a clairement établi les modalités d'articulation entre parents et enfants et autorités publiques administratives au titre de l'aide sociale à l'enfance, renforcées bien sûr par les lois de 2002 et par la loi de 2007 sur la réforme de la protection de l'enfance, il n'en reste pas moins que la question de l'occupation et de la prise réelle de cette place accordée aux parents et aux enfants reste aujourd'hui une question dans les pratiques professionnelles. En particulier, bien sûr, la capacité à l'expression du point de vue des projets qui sont élaborés les concernant, mais aussi la question de comment les associer dans le cadre d'un travail de coopération, de coéducation, dans le travail de ce que les anglo-saxons appellent le renforcement de l'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, et enfin sur la question de la contractualisation en protection administrative. Et si je peux me permettre, je rappellerai que le 9e rapport de l'ONED qui a été remis cette année traite dans un de ses chapitres de cette question de la contractualisation. Quatrième point, la question de la posture professionnelle, ça a été évoqué par quelques collègues avant moi, se positionner effectivement dans le faire avec les familles, mais finalement, comment faire ce faire avec les familles? On a entendu un certain nombre d'expérimentations, espaces de parole, ateliers, sorties, bref, effectivement, de l'expérimentation, de la créativité sur cette nouvelle déclinaison du faire avec les familles. Cinquième point, la question des pratiques professionnelles et en particulier a été soulevée la question de l'importance dans la problématique des situations de mineurs en danger de pouvoir compter sur l'apport de pluridisciplinarité, le croisement des regards et effectivement sortir le professionnel parfois de son isolement au travers de différents types d'actions, des actions individuelles, des actions collectives, mais a été aussi soulevé, ce qui d'ailleurs figure dans la loi de 2007, la question de s'appuyer aussi sur les ressources de l'environnement et en particulier a beaucoup été évoquée la question du réseau des sociabilités
des enfants et des familles pris en charge dans le dispositif de protection de l'enfance, comment permettre finalement le développement de ces réseaux de sociabilité, puisqu'à travers certaines études et recherches qui nous ont été rappelées, il semble qu'effectivement c'est un levier extrêmement important pour permettre aux familles de pouvoir avancer et de pouvoir progresser dans le changement. 6e point, la question des organisations. Question des organisations, comment faire en sorte que les organisations soient facilitatrices au changement, et en particulier la question de la place de l'encadrement. Comment faire en sorte qu'effectivement les organisations ne soient pas des entraves au changement, et des interrogations bien entendu pour la question de la gouvernance des institutions en matière d'organisation, de structuration, d'appui auprès de l'ensemble de la chaîne de décision, des acteurs de terrain, jusque bien évidemment aux décideurs d'orientation. 7e point, la question de donner la place à l'expérimentation. C'est vrai que la loi de 2002, comme la loi de 2007, prévoit des possibilités d'expérimentation. Eh bien, effectivement, l'expérimentation, certes, c'est une prise de risque, mais c'est aussi une capacité de créativité, et que, effectivement, cette expérimentation doit pouvoir trouver toute sa place. Mais en même temps, l'expérimentation, c'est aussi des moyens, c'est aussi du temps, et prendre aussi le temps et de laisser au temps le temps de pouvoir faire preuve de son efficacité et de son efficience. 8e point a été évoqué les questions de désinstitutionnalisation, ou en tout cas, on va dire, de modification de l'offre de prestations de services en protection de l'enfance, et des préoccupations autour, j'ai envie de dire peut-être de la réduction de l'offre en hébergement au bénéfice de développement de dispositifs diversifiés dans le milieu ouvert, où les interrogations suscitées et les réserves formulées concernent surtout la question de oui à la désinstitutionnalisation ou éventuellement au développement de l'offre en milieu ouvert, mais sous réserve que les conditions de faisabilité aient été préalablement réunies et qu'on s'entoure d'éléments d'évaluation qui permettent de garantir l'efficacité et l'efficience, puisqu'on sait aussi que dans les dispositifs de prise en charge, les éléments et les caractéristiques de continuité et de stabilité pour l'enfant sont des éléments qui sont essentiels à la réussite de sa prise en charge. 9e point, la place des bénévoles, la place de la société civile. Comment est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, les organisations professionnelles, les pratiques professionnelles peuvent effectivement permettre au bénévolat et à la société civile de trouver aussi sa place, de même que, bien évidemment, a été évoquée la question des réseaux d'entraide, en particulier au travers de la représentation d'une ADEPAP au sein de notre table ronde. Enfin, 10e point, la transversalité interinstitutionnelle, et quelque part je rejoins les remarques qui ont été faites précédemment. Comment faire en sorte que cette politique publique de protection de l'enfance s'inscrive dans une politique publique plus globale, qui soit plus holistique pour la prise en charge des enfants, qui les prenne dans leur globalité, ce qui sous-entend que même si la loi de 2007 a intégré dans la protection de l'enfance le champ de la prévention, pour autant, il faut aussi décliner la dimension de la politique publique de santé, d'éducation, de formation, de logement, d'insertion. Et on va rejoindre ici dans les 3 pistes peut-être à vous soumettre, une piste qui a déjà été évoquée par un collègue, c'est-à-dire comment inscrire la politique de protection de l'enfance dans une politique publique enfance, jeunesse, famille. Deuxième point sur les pistes de réflexion a été beaucoup évoqué, la question du décloisonnement de l'offre de services, comment permettre une fluidité des parcours de l'enfant qui fait qu'il peut passer du secteur administratif au secteur judiciaire et revenir éventuellement dans le secteur administratif, mais qui peut passer aussi d'une prise en charge en milieu ouvert, d'une prise en charge de jour à une prise en charge en hébergement, et comment faire en sorte que finalement on puisse pour chaque enfant établir un projet pour l'enfant qui lui soit singulier et qui répond à la réalité de ses besoins. Donc effectivement, tel que notre système est organisé, il n'est pas véritablement très facilitateur pour l'existence de ce type de décloisonnement. Donc comment, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la réglementation, et enfin pour terminer sur le plan du financement, est-ce qu'on peut concevoir des dispositifs qui permettent cette fluidité des parcours, alors qu'aujourd'hui, on le sait bien, on est à la tarification au prix de journée, et que bien évidemment, passer d'une offre de prise en charge en milieu ouvert à une offre de prise en charge en établissement, eh bien,
c'est compliqué sur le plan de la réglementation et sur le plan du financement. Voilà les 3 pistes qu'on vous propose de reprendre éventuellement dans vos travaux. Merci Marie-Paule. Agnès Marquand, vous présidiez l'atelier numéro 5, Parcours. Comment en assurer l'efficacité? Merci. Alors la notion de parcours, comme vient de le rappeler Madame Martin-Blachet, ne correspond pas uniquement à des situations de placement et peut effectivement montrer qu'il y a des parcours, milieux ouverts, hébergement, des décloisonnements. Les interventions de ce matin ont porté principalement sur la question du placement et c'est la raison pour laquelle la synthèse que je vais faire concerne le placement. L'enjeu de la réussite du parcours effectivement concerne en priorité les mineurs les plus vulnérables que sont les mineurs placés. L'idée phare qui s'est dégagée ce matin est que la collaboration doit s'instaurer non seulement entre les professionnels, mais également avec les usagers de la protection de l'enfance, que sont les enfants et les familles. C'est là qu'est le changement de paradigme qui est proposé à ces 7e assises de protection de l'enfance. Il y a donc l'intervention des mineurs et des familles à plusieurs stades, et le premier stade qui a été évoqué à titre de contribution introductive est celui de la recherche, avec la recherche par les pairs, non pas avec les pairs, mais par les pairs PAIRS, menée par SOS Village Enfants, avec également l'université de Créteil. Elle fait intervenir d'anciens mineurs, vous en entendrez un tout à l'heure, puisqu'il y a donc eu une intervention de Madame Bénédicte Gousseau, donc chercheur à l'université de Créteil, Sylvie Delcroix, conseillère technique à SOS Village Enfants, et Léo Maté et Mamedi Diarra qui donc ont mené cette recherche. Le fait que les mineurs qui ont eu face à eux d'anciens personnes pas placées à l'aide sociale à l'enfance a libéré la parole, a permis donc d'exprimer des sentiments que parfois ils n'auraient pas exprimés. Et ces sentiments, ils sont contrastés, mais le sentiment de solitude, voire d'abandon, est parfois évoqué. L'idée donc de faire intervenir les familles se déroule aussi donc, au niveau du Finistère pour le schéma départemental de protection de l'enfance. Madame Leclésio, qui intervient donc au titre de l'aide sociale à l'enfance, qui est directrice adjointe de l'enfance et la famille au Conseil général du Finistère, a répondu à une commande de son président de Conseil général qui souhaitait que le département associe les mineurs et les familles à ce schéma départemental. Et ça a été très positif, comme je l'évoquerai tout à l'heure. Donc il y a, d'après Madame Leclésio, l'idée que la coopération ne se décrète pas, c'est un état d'esprit, donc une posture, que c'est bien donc je reprends ces mots, c'est bien d'entendre les jeunes, c'est mieux de s'entendre tous. Il y a également au stade de l'audience moyen de donner une place importante aux mineurs et aux parents. Madame Ley, qui est vice-présidente enfant au tribunal de Lons-le-Saunier, s'est exprimée en indiquant que le temps de l'audience est celui où le parcours se décide, et cela se fait de manière contradictoire. Madame Virginie Dereux, qui est procureure à Lons-le-Saunier, a indiqué qu'elle ne pouvait pas être dans une démarche d'empathie à l'égard des familles, puisque les contacts s'effectuent essentiellement par fax, par requêtes écrites transmises, donc par des modes plus ou moins rapides. Et c'est vrai qu'il y a l'ordonnance de placement qui peut se prendre après contact téléphonique, mais en général, il n'y a jamais donc pour le parquet possibilité de rencontrer la famille, alors que le parquet joue un rôle fondamental à l'entrée du parcours du mineur. Donc il y a notamment possibilité pour le parquet, qui joue un rôle aussi d'orientation des enquêtes pénales, possibilité, s'il classe une affaire parce qu'il considère que l'infraction, par exemple, d'agression sur un mineur n'est pas constituée,
eh bien, qu'il y a quand même une situation de danger qui justifie l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative. Ça renvoie aux conclusions du rapport sur l'affaire Marina, où on voit bien qu'effectivement, il n'y avait pas eu cette réaction-là, parce que, comme l'a dit donc ma collègue Madame Dereux, il n'y avait pas peut-être pour le parquet à ce moment-là les informations qui justifiaient qu'il fasse appel au juge des enfants. Il y a également une possibilité qu'a indiquée Madame Dereux, c'est celle, plutôt que de statuer par voie d'ordonnance de placement provisoire, de saisir en urgence le juge des enfants d'une situation qui peut éventuellement justifier un placement, mais pour laquelle il va y avoir un débat contradictoire et les parents peuvent s'exprimer, peuvent montrer le moyen d'accompagner l'évolution du mineur autrement que par une séparation. Et c'est une façon de faire démarrer le parcours de façon qui peut être meilleure pour le développement du mineur. Il y a un autre stade, donc troisième stade pour l'intervention des familles, c'est sur le lieu de placement. Et nous avons eu donc deux intervenants, donc Monsieur Dezec qui dirige l'association L'Ermitage, qui donc notamment intervient dans une pouponnière. Il indique qu'il s'agit de passer d'une logique de séparation à une logique de collaboration. L'idée est que les parents peuvent avoir des choses à nous dire et également des choses à nous apprendre. Et notamment autour du projet sur la santé du mineur, il a mené une recherche-action sur 2 ans et qui fait intervenir les parents au sein de la pouponnière et qui fait se rencontrer de manière très fréquente, voire quotidienne, les familles et les professionnels. Il y a également donc eu l'intervention de Jean-Marie Vogé, qui est le président de l'ONES, qui donc a indiqué que le projet pour l'enfant était le moyen de construire un parcours, qu'il fallait donc que les professionnels s'entendent, qu'il s'agissait d'associer les mineurs et les familles, qu'il fallait donc il faut changer de paradigme également pour éviter un clivage aide sociale à l'enfance et éducateurs de terrain qui parfois se sentent dépossédés quand le projet pour l'enfant est construit par l'aide sociale à l'enfance. Donc il arrive que sur le terrain, ces projets ne soient pas toujours investis par les professionnels qui se sentent dépossédés de leur travail de terrain. Donc l'ONES a élaboré une charte des bonnes pratiques d'éducateurs. Donc il a émis cette notion de co-construction du projet. Donc au-delà de la participation et de la collaboration, il faut créer une rencontre, et une rencontre qui se fasse non pas entre un dispositif et un mineur, mais entre une personne et un mineur. Le mineur, il veut compter pour quelqu'un et pas seulement sur quelqu'un, pour reprendre les mots de M. Vogez. Il y a ce besoin de compter donc sur quelqu'un et rejoint aussi les résultats de la recherche de SOS Village, et notamment concernant la sortie du placement, puisque le mineur, parfois, selon cette étude, peut avoir une grande désillusion si ce placement n'a pas été préparé. Il peut être confronté à un sentiment d'abandon, de vide. Il y a donc nécessité de préparer cette sortie du placement. Le projet du département de Finistère a permis de financer des études des mineurs suivis jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qui renvoie un peu aux obligations d'entretien des parents. Et le mineur, à ce moment-là, peut se projeter sur des études longues avec l'équipe éducative. Il y a une rencontre qui se fait dès l'âge de 16 ans. Donc cette possibilité vient changer les projets, puisqu'il peut s'investir dans des métiers qu'autrefois n'étaient pas mis en avant par les équipes éducatives. Donc j'en viens à la conclusion. Donc les effets positifs de cette nouvelle posture envers les familles sont constatés par tous les intervenants. Tout d'abord, il y a eu une libération donc de la parole. Pour SOS Enfants, je l'ai rappelé, les mineurs se sont bien confiés à leur père. Il y a aussi le constat que les préjugés tombent envers les parents, puisque les professionnels parfois ont ce regard qui va être modifié au contact fréquent des parents. Inversement, le regard des parents vers les professionnels peut changer, puisqu'on constate notamment donc, à la pouponnière que l'agressivité des parents diminue. Il y a un effet sur la durée du placement. Dans cette pouponnière, 7 mineurs sur 10 sont retournés avec leurs parents à l'issue de leur accueil à la pouponnière. Donc ces démarches demandent de l'énergie, mais donnent beaucoup d'énergie ensuite aux professionnels. Donc les limites de l'évolution ont été rappelées par les intervenants
plutôt dans le public, puisqu'on a eu un public très actif qui a posé les questions. Donc on a des parents qui resteront défaillants. Et là, il y a des possibilités effectivement de déclaration judiciaire d'abandon qui sont certainement à encourager, à développer. L'atelier 2 les a évoqués. Il y a également donc ce projet de développer le recours à l'adoption simple qui fait partie des 40 propositions du groupe de travail du ministère des Affaires sociales sur la protection de l'enfance et l'adoption qui a été remis au mois de février 2014. Et actuellement, il y a une mission interministérielle que j'ai eu l'occasion de rencontrer au tribunal de Lille, donc qui fait intervenir l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection des services judiciaires sur la gouvernance en protection de l'enfance. On attend donc les résultats bientôt de ce rapport et cela montre, donc là je ne suis plus dans la synthèse mais je vais terminer là, donc ça montre que la réflexion est en cours au plus haut niveau, donc il faut qu'il y ait une complémentarité entre les initiatives personnelles et les politiques publiques et c'est ça qui peut garantir le succès du parcours du mineur. Merci Agnès Marquand. Merci à chacun de vous. Vous savez, c'est toujours très très difficile dans un temps limité de pouvoir restituer 3h30, plus de 3h30 de débat. Bravo à chacun. On peut applaudir à nouveau.